Donc voilà, c'est l'interview de Yuval pour ilovemusicnotes.com. Par qui? Par Tony Twist, voilà. Moi-même. Est-ce qu'on est bien d'accord que je connais aucune des questions? On est bien d'accord, il n'y a pas de... voilà, c'est complètement surpris, pris au dépourvu. Alors. Donc en gros, voilà, je voulais savoir comment t'en étais venu à devenir speaker. En fait, je suis devenu speaker par accident. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir la paternité de ce truc-là. Mais le vrai, après si les gens ne le savent pas et si ça les gêne, ben, je vais dire la vérité. La vérité, c'est qu'à l'époque, Sally Sly m'avait contacté pour organiser une affiche avec Benji. Moi, j'avais choisi un danseur qui était connu au States, mais qui était pas la star des stars non plus. C'était un bon danseur parmi plein de danseurs. J'avais mis mon dévolu sur un mec qui s'appelait Ronnie, des Full Force. Je trouvais qu'il était fort et j'avais dit à Sally qui c'est lui qu'on fera venir. Ensuite, le jour de l'événement, c'était en 2003. Ensuite, le jour de l'événement, ce qui s'est passé, c'est que Sally devait animer, ou peut-être il devait y avoir un speaker, je ne sais pas. En tout cas, moi, à cette époque-là, j'étais quelqu'un qui parlait pas mal sur hiphop.fr un peu avant, sur ce site de ouf. Et à un moment donné, il y a des gens qui vont voir Sally, qui disent Sally, putain, on est en retard, faut qu'on commence. Nanana. Et ils disent, putain, il y a des problèmes à la porte, faut quand même que tu ailles voir ce qui se passe, parce que tu es dans le 91, tu es chez toi, les mecs qui viennent de ta part. Donc le mec, il était submergé par plein de trucs à gérer en même temps. Et à un moment donné, il a une idée complètement loufoque et il me dit, vas-y, prends le micro, ouvre l'événement. J'ai dit, mais t'es un fou toi. J'ai dit, enfin, Sally, tu fais n'importe quoi, je suis pas speaker, moi c'est un truc que je sais pas faire. Les speakers à l'époque c'était Rajdi, c'était Lion Scott, c'était Sydney, et il avait tellement d'autres. Mais moi j'étais loin de tout ça. Même limite, je m'en foutais moi de tout ça, moi. Ça m'a jamais même traversé l'esprit. Et donc il me dit, vas-y, va prendre le micro, s'il te plaît, vas-y, je suis en galère, il y a que toi, j'ai que toi sous la main. Je dis, bon, vas-y, Sally, je vais le faire. Mais pour moi, c'est la honte, quoi, je suis nul. Et effectivement, je suis monté sur la scène, j'étais pas fort, j'étais pas bon, j'étais pas nul, j'étais, on va dire, à la rigueur tolérable aux yeux des gens. Mais parce que j'avais un peu de bagou, j'avais ça en moi parce que j'étais un mec qui aimait beaucoup charrier, donc j'avais un petit peu de répartie, mais j'avais pas du tout conscience que c'était un métier, que d'ailleurs j'ai même pas été payé. Hein. Les premières dates de speaker que j'ai fait, on m'a jamais payé. Parce que c'était plus pour donner un coup de main que c'était même pas un métier. Hein. C'était même à mes yeux, speaker, je m'en battais les couilles d'être speaker et même les autres speakers, je les regardais absolument pas. Il n'y en a jamais un où je me suis dit, putain, quand même, c'est pas mal ce qu'ils font. Je les ai jamais regardés les mecs. Il n'y en a jamais un qui m'a, tu vois. Après peut-être inconsciemment à travers d'autres événements, peut-être que j'ai emmagasiné des façons de faire, mais ça m'étonnerait parce que je les ai jamais vraiment regardé. Moi j'étais plus un mec qui faisait des guet-apens, des coups de crasse, qui créait la folie dans la danse, que plutôt prendre un micro et parler, c'était pas pour moi ça. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Donc délicat, ça Sally Sly. Justement, tu parles de ça, des coups de crasse, guet-apens, etc. Et tout à l'heure on discutait et le fait de devenir speaker, en fait ça t'a fait changer aussi dans le relationnel par rapport aux gens qui étaient parfois tes ennemis déclarés. Et maintenant, voilà, ça a changé la donne. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu entre guillemets des politiciens. C'est-à-dire que maintenant, quand j'arrive dans un événement, j'ai peut-être eu maille à partir avec des mecs il y a des années en arrière. Aujourd'hui, j'ai problème avec personne réellement. Je m'entends bien avec tout le monde parce que humainement moi je suis agréable, je suis pas un mec j'arrive je parle pas avec les gens, moi je parle avec tout le monde. Tu peux avoir 3 bras et 5 yeux, je vais venir, je vais parler, je m'en fous. Je suis pas un mec, y a pas de discrédit. Je pense que je suis même carrément le premier speaker qui a fait cette action, poser un genou au sol et prendre le nom des danseurs. C'est-à-dire que quelque part quand tu arrives, tu es le speaker, tu es présentateur, mais j'ai fait la démarche de venir vers eux et de baisser, les mettre un genou au sol et discuter avec les gens pour prendre les informations par rapport aux gens. Chose qui n'existait pas à l'époque. Avant, quand tu étais speaker, tu ne donnais pas les noms des danseurs. Moi, je suis le premier speaker au monde qui a donné le nom de tous les danseurs. Il y en avait 200, j'ai donné 200 noms. Et je suis le premier speaker au monde qui arrive à donner les noms sur des teams de 8. Martin, des teams de 8, c'est-à-dire s'il y en a 8 à droite, à gauche, et je peux te donner tous les noms de tout le monde. Je connais tout sur tout le monde. C'est mon travail, c'est mon truc. Aussi je voulais parler par rapport à ça, les gens ne se rendent pas forcément compte
que pour accéder à un certain statut, il y a un travail derrière. Donc, je voulais que tu reviennes aussi un petit peu là-dessus, expliquer que voilà, t'es pas là où tu es aujourd'hui par hasard, t'es pas là aujourd'hui par du piston, c'est du taf. Donc voilà, quel est le conseil que tu peux donner aux gens qui ont des objectifs et surtout toi, qu'est-ce qui a marché pour toi? Moi, ce qui a marché, c'est qu'au début, je pense que la majeure partie des gens qui travaillent avec moi m'ont utilisé, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire, les gens me faisaient croire que j'étais un speaker, mais j'étais mauvais. J'étais juste un mec qui était un peu vulgaire à l'époque, et je sais pas finalement, mais j'arrivais, je foutais le bordel. J'arrivais, entre guillemets, à sortir de derrière les fagots en 1000% de ouf. J'arrivais à un moment donné à créer l'affiche qui faisait que dans l'événement, tout d'un coup, l'événement, il se sublimait. J'avais ce pouvoir-là parce que j'aimais tellement les danseurs, je m'intéressais tellement à tout le monde. Même les gens que j'appréciais pas, je m'intéressais grave à eux. Parce que tu peux pas à un moment donné être speaker et puis présenter 5 danseurs à droite et pas les 5 danseurs à gauche. Donc même moi j'ai dû faire un travail sur moi-même. Mais surtout j'ai compris qu'à un moment donné, si tu veux que les gens te reconnaissent, il faut que tu sois original. Il faut que tu ouvres ta touche, il faut que tu ramènes ta folie si en toi, il faut que tu saches des fois, entre guillemets, être un peu ton propre garde-fou. Parce que tu peux pas non plus faire tout et n'importe quoi. Et surtout, dans tes propos de speaker, faire attention à la susceptibilité des gens. Parce que ça, c'est des choses que tu apprends avec le temps. Mais en 2004-2005, j'étais un phénomène. Il n'était pas question qu'on vienne me casser les bonbons. Ouais, avant, j'étais vulgaire, j'étais un fait. Enfin, tu vois, j'étais tout sauf un speaker. Mais par contre, dès que j'arrivais quelque part, j'effaçais la planète entière parce que c'est-à-dire que les gens pensaient que je venais animer un événement, mais en fait, ils étaient dans mon game à moi. C'est moi qui choisissais, c'est moi j'étais le premier qui trichait pour le tirage au sort constamment. Je le dis, mais bien sûr. Et moi, je suis un tricheur dans les battles, mais constamment. Parce que je sais très bien qu'aujourd'hui, pour avoir un bon battle, faut pas avoir la finale avant la finale. Et puis, il faut savoir crescendo, faire monter l'événement. J'ai mis en place plein de choses. Je demande pas aux gens de faire comme moi. Il n'y a qu'un seul Yuval. Et chaque speaker, il doit avoir sa personnalité, son identité. C'est comme un danseur, un speaker. Sauf que moi, je ne suis pas un speaker. Moi, je suis beaucoup plus que ça. Je suis considéré comme un peu la grosse figure du hip-hop français. Parce que ça fait, je dirais maintenant, 10 ans que les jeunes ils m'ont dans leur écran PC. Et que pour l'ancienne génération, on va dire maintenant 18 ans, que je crée les stories. Que je crée le buzz en France à travers des pourcents, des guet-apens, des coups de crasse. Et puis tu regardes bien, quand je fais qu'un événement, à la fin de l'événement, c'est toujours moi qui fais les retours sur les événements. Tu fais le compte rendu, quoi, ça fait partie. Tu fais le service après-vente. Mais après un événement, les mecs, les organisateurs, déjà ils postent même pas les vidéos, c'est leur casse les couilles. Après l'événement, ils soufflent les mecs. Moi je rentre après l'événement, mais je suis encore dans l'événement. Après je fais un retour sur tout l'événement tout le temps. J'étais déjà avant. Ça a contribué à justement asseoir ton non, statut. Ça a contribué à asseoir ma réputation, c'est que les gens ils m'ont diabolisé pendant des années et ils se sont rendus compte que derrière l'image il y avait l'homme et que l'homme il est bon. C'est-à-dire que j'ai pas un mauvais fond, je suis cool moi comme mec. C'est-à-dire j'arrive pas à voir, je vois pas le mal partout et j'arrive souvent à dramatiser les choses. C'est tout. Avant j'étais un fouteur de merde, mais j'étais quand même sympa. Sauf qu'avant j'étais dans la posture de ma génération. J'étais à l'époque des Halles, et l'époque des Halles c'était vachement quartier, c'était vachement difficile. Moi j'avais une danse très féminisée, j'étais même je suis le premier danseur au monde qui a ramené le voguing dans la culture hip-hop, dans les battles. Moi je te parle de gens visibles, pas de gens qui sont dans leur placard là, et qui font croire à tout le monde qu'à un moment donné ils avaient une identité forte par rapport à ça. Non, ou un 8, moi j'avais vraiment une danse entière. Beaucoup de gens se moquaient de moi, et ça n'a pas été facile pour moi. Tu vois, heureusement j'avais mon groupe, j'avais des mecs comme Moustique, Sim, Stiga, et par la suite j'ai créé Benji qui était la plus belle merveille de l'histoire du break à mes yeux. Justement, ça tombe bien que tu parles de ça parce que je voulais te poser cette question. Comment tu as contribué à faire de Benji? En gros, Benji, tu l'as pris presque au berceau, d'après ce que j'ai entendu. En fait, Ben, c'est un mec et quand j'étais jeune, j'avais pas mal d'élèves à qui j'apprenais la hype. Et Ben, j'ai vu qu'il était pas doué, il était surdoué. C'était le seul jeune qui m'appelait le soir. Moi, j'étais quand même assez âgé. J'étais le meilleur ami de son grand frère, qui s'appelait Franck, et c'était le seul jeune qui m'appelait et qui me disait ouais Yuval, tu m'as pris un power et j'en ai trouvé un autre. Il était jeune, il avait 11 ans, 12 ans. Putain, le petit il en veut. Et moi j'allais, quand j'allais chez mon meilleur ami Franck, sa mère me disait écoute Franck il est pas là. Et je dis non mais je veux voir Ben. Et déjà les rapports c'était un peu délicat parce que je rentrais dans la chambre du petit frère et le petit frère il sortait devant moi et moi j'étais assis dans la chambre et sa mère m'a toujours connu dans la danse. Donc elle savait que tu vois, j'étais correct, quoi. J'étais pas une espèce de. Donc et à un moment donné Ben il est passé à autre chose parce que Ben c'est un faire le mec.
Et à un moment donné, il est revenu un peu dans l'ascendant, mais dans ce debout, Ben, au début. Ah ouais. On va dire qu'il il est devenu très original parce qu'il a été attiré, il a eu mon influence au niveau du Vogue. Tu vois, et cette originalité forte que j'avais, je pense que ça l'a un petit peu, ça lui a donné aussi envie à lui aussi de trouver sa propre personnalité, parce qu'au début, quand il breakait, il était pas mauvais, mais il apprenait vite, il comprenait vite les choses. Il a commencé comme tout le monde avec la cassette de Ken Swift, les vidéos faites à ses sons, il regardait comme tout le monde. Et ensuite, il a commencé à trouver son originalité, mais il est vite devenu fort. Il est vite devenu un espèce de petit génie du break. C'est vite devenu une fierté pour moi. Et même s'il n'était pas fort, ça serait quand même ma fierté, parce qu'il a toujours été correct. Et pour moi, la plus grande fierté par rapport à Ben, c'est cette mentalité à aller chercher les gens. Chose que moi, j'ai toujours prodigué, j'ai toujours mis ça en avant. Pour moi, tu peux être le meilleur breaker du monde, tu peux être la plus grande star, tu peux être ce que tu veux. À un moment donné, il faut que tu passes par l'underground. Tout le monde, c'est comme ça. Moi, toute ma vie, on est venu me chercher. Toute ma vie, j'ai fermé ma gueule. Et pourtant, j'ai un certain âge. Même aujourd'hui, je vais faire 43 ans. Tu viens me chercher. Mais sur la vie même mère, quand je te rentre dedans, à toi ou n'importe qui, il peut même venir à 10 sur la même mère que moi, je dois contre les 10. Il sait même comment je suis. J'ai toujours éduqué avec cette mentalité-là. Il faut y aller. Parce que, moi, on vient de la génération un peu biscuit, tu vois. C'est pas nous qui avons créé les choses. On est juste la suite de l'histoire, mais après on recrée l'histoire un peu à notre manière. Il y a des choses que tu mets de côté, des choses que tu gardes. Et moi j'ai grandi avec cette valeur. Pour entrer dans un groupe, il fallait faire ton 1000%. Même moi je l'ai fait quand j'étais jeune, au terrain vague de la Chapelle, 1984. Et à la fin ils n'ont pas voulu de moi. À cause des histoires, fudge. C'est les vieilles histoires, je pourrais en raconter 10 000 là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est loin que tout ça, ces trucs-là. Mais pour moi, n'importe quel membre qui est en train de vous fight, de faire sur 1000%, c'est une mentalité qui est. C'est comme le Rocksteady. C'est comme plein de groupes avant moi. C'est pas un truc que moi j'ai créé. Moi, la seule chose que j'ai créée, c'est 1000% et le Vertivite. On a mis la culture électro en avant avec Axel et Jaggy. Voilà. Ça, oui, on peut dire qu'on les a éduqués de A à Z. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution du hip-hop maintenant là, justement là, parce que tu es sur le truc, tu as lancé Réflexion. Donc je me dis, si tu veux faire cette espèce de bilan, c'est que tu t'es toi-même posé des questions par rapport à la culture et à son changement, parce qu'elle a beaucoup changé quand même depuis quelques années. La culture aujourd'hui, c'est devenu un outil, en fait, l'hip-hop. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, en fait, je commence. Donc, la culture, c'est devenu un outil, la culture hip-hop. C'est-à-dire que nous, on voit ça comme une culture, mais au niveau des institutionnels, c'est devenu un outil politique. Quand tu regardes les événements qui sont divertissements de culture, qui est divertissement dit hip-hop, c'est ni plus ni moins qu'une récupération politique pour un élu qui va mettre en avant une forme de divertissement pour le peuple. Avant il aurait mis un concert, aujourd'hui il met un battle. C'est devenu une banalité un battle et aujourd'hui tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne comment? Soit t'es employé, tu gagnes ta vie, speaker, DJ, organisateur, consultant, jury, tous ces gens-là ils gagnent leur vie. Hein. On peut pas cracher dans la soupe, tu vois. Et les danseurs ils sont super bien choyés. T'as plus besoin de frauder maintenant. Aujourd'hui t'es invité, t'es hébergé, on te donne à manger, enfin tu vois, tu t'embourgeoises au fur et à mesure, mais par contre, t'es bien loti. T'es même super bien loti pour un danseur. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais il faut quand même garder un côté underground. Chose qu'aujourd'hui, moi, j'ai essayé d'instaurer à l'époque où j'ai créé le 1000%. Il y avait le 1000% underground qui était à Défense et le 1000%. Les gens, j'ai jamais compris la différence, mais pour moi, elle était évidente. Le 1000% de Ground, c'était tout ce qu'ils faisaient en dehors du cadre d'un événement. Et le 1000%, c'était dans l'événement. C'est-à-dire, c'était... soit des fois, je disais ça à l'organisateur, il était au courant, soit il n'était pas au courant. Très souvent, mes plus grosses affiches, je les ai faites sans être en accord avec l'organisateur. C'est-à-dire au risque de me faire virer. Très souvent. Et à la fin, l'organisateur, il me dit, joli coup. J'avoue, t'as osé, tu l'as dit à personne, t'as tenté, ça a marché. Mais j'aurais pu me faire virer de l'événement. Mais moi, pour moi, je suis un mec comme ça. J'estime que pour avoir le respect des gens, il faut prendre des risques. Je suis un peu comme ces acteurs qui réalisent eux-mêmes leur propre cascade plutôt qu'avoir quelqu'un qui le fasse pour eux. Tu vois ? Comme ça, tu payes pour voir l'acteur, tu vois, vraiment dans sa plus grande prestation, qu'avoir quelqu'un qui est là derrière avec une perruque et qui fait chose à ta place. Moi, je suis pareil. Moi, j'estime que je suis speaker, j'ai un pouvoir, il est énorme, on va pas se mentir, mais j'essaie d'être correct, j'essaie d'être bon avec les gens. En tout cas, j'essaie de peut-être récupérer une image que j'avais avant. Mais je peux devenir le plus impopulaire du monde. Si demain on me défie, j'en ai rien à foutre de cette image. Je m'en bats les couilles.
Moi je suis Yuval, je suis un danseur underground dans ma tête. Quand faut danser, je vais pas me cacher derrière. Je suis une espèce d'icône de la culture parce que de la terre entière tout le monde me connaît. Ça c'est bidon. Les gens ils te reconnaissent tant que tu as les couilles de porter les choses. Le jour où tu faillis à ta tâche et que tu fais pas les choses, et ben les mêmes personnes qui t'en sont, c'est les mêmes personnes qui vont pisser dessus, malheureusement. C'est une culture, et il y a beau avoir un héritage, il y a beau avoir des valeurs, ce que tu as envie, les gens aujourd'hui avec le numérique, ils se cachent derrière des pseudos et te fument. C'est comme ça. C'est vrai, ouais, ça a apporté ça. Donc il faut aussi, toi, à un moment donné, comprendre qu'à partir du moment où tu es dans un événement, tu es bien loti, les gens ils font attention à toi, tout le monde te serre la main, ça dure tant que toi tu es à la hauteur de leur attente. Voilà. C'est valable pour tout le monde. Il n'y a pas de passe-droit, quand il faut y aller, c'est valable pour tout le monde. Même moi à mon âge, je pourrais me cacher derrière le fait que je suis à l'ancien. N'importe quel mec qui me défie, je pourrais dire écoute, moi j'ai passé la quarantaine, si je veux je danse même pas contre toi. Mon ego fera que je me dirais non, je peux pas. Parce que je sais qu'après l'événement, il y a une suite logique à tout ça. Et la suite logique, c'est que même si j'ai fait des belles choses dans la culture hip-hop, même si je suis sympa, même si je suis agréable, ce que tu as envie, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça va leur faire plaisir que je me sois manqué sur ça ou autre chose. Là, je dis ça, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une mauvaise parole dans un événement, un lapsus. Mais moi, quand je fais une erreur dans un événement, je m'excuse directement. J'ai pas cette arrogance. Non, je sais aussi m'excuser. Je parle plus à l'imbécile. Tu vois, je sais, quand je fais une erreur, j'ai pas de mal à dire excusez-moi, voilà, j'ai fait une erreur, il n'y a pas de fait, on est des êtres humains. Mais c'est vrai que les gens attendent beaucoup de moi, énormément, tout le temps. Et ton programme alors pour l'année à venir, 2014? Mon programme c'est toujours être un peu speaker un peu partout. Maintenant je m'occupe un peu plus de moi. C'est-à-dire je pars souvent en vacances à Miami avec Benji, Karim, Bouba, Dom, enfin Meda pourquoi pas. Enfin les gens qui sont autour de moi, c'est ceux qui orbitent autour de moi, alors qu'avant je me serais dit non putain je fais ça parce que le problème c'est que je suis quelque part, j'ai les mains liées par rapport aux organisateurs. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des dates que je ne peux pas prendre. Parce que si je suis indisponible à ces dates-là, ça devient un drame pour eux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans du professionnalisme, ça devient un drame. Et les mecs, je suis obligé d'être leur speaker. Ils ne veulent personne d'autre que moi. Personne d'autre. C'est moi, c'est Yuval, c'est... Quand c'est toi, parce que quand j'arrive dans un événement, je suis toujours l'organisateur, tu me mets tes pieds sur la table, je m'occupe de tout. Tu sais que j'arrive des fois quand j'arrive dans un événement et je me rends compte, je regarde toujours les programmations, je me dis putain eux je les connais pas, j'arrive toujours 2-3 heures avant, je me mets devant la porte et je prends le nom de tout le monde et je parle avec tout le monde. Mais je suis pas là pour être leur pote, je suis là pour bien les présenter. Après, qui m'apprécie pas, qui pense que je suis un mec bien, je suis un sale con, c'est pas très grave. Moi je sais que mon travail, je vais être parfait dans mon travail et je sais que quand ils vont passer, il y aura leur nom, il y aura leur groupe, il y aura leur vie, en tout cas il y aura quelque chose qui fasse que, à part leur numéro de téléphone, j'en connaîtrai beaucoup sur eux. Tu vois. Mais parce qu'il faut être professionnel. Aujourd'hui, tu peux pas être un speaker et tu peux pas être un chroniqueur sportif. Tu vois un match de foot, tu dis oui, le numéro 9 passe là-bas le numéro 10. Le numéro 9, c'est une histoire, c'est une vie, c'est une anecdote, c'est peut-être des polémiques, c'est un passif, c'est des antécédents, il y a beaucoup de choses à savoir. Et moi, suivant la programmation que j'ai, quand je fais le tirage au sort, je fais toujours en sorte de créer un peu le spectacle. Mais il faut qu'il y ait encore des petites tensions entre les danseurs. Il ne faut pas que tout le monde s'aime, sinon on s'ennuie. Donc voilà, c'est un peu ma philosophie, mais je parle pas de haine, je dis pas qu'on arrive aux mains, mais c'est bien quand des fois il y a un petit passif. Tu vois. D'où l'événement Cercle Underground justement où c'est ça qui est mis plus en avant quoi, que valorisé. En fait Cercle Underground il y a une plus-value parce que c'est un des rares événements en France, même dans le monde, qui à un moment donné, au lieu de donner quelque chose, il te fait perdre quelque chose. Et après c'est une question d'honneur. Tu viens, au moment où tu danses au Cercle Underground, tu sais que tu rentres dans une guerre. Tu sais que faire ça, c'est pas le drame du siècle. Parce que c'est un état d'esprit qui converge dans ce sens-là. C'est parce que tu rentres dans une mentalité où les gens, en fait le public, je sais pas si le public il se dit honnête ou hypocrite, mais je pense que la majeure partie des gens qui viennent voir le Cercle Underground, ils viennent voir quelque chose qui va dépasser les normes. C'est-à-dire, à un moment donné, les danseurs, ils vont peut-être pas être les plus gentlemen du monde. Et on s'en fout. C'est pas très grave. Parce qu'à la fin, on se serre la main. Et si tu veux pas le serrer la main, ne lui serre pas la main.
Moi je suis vachement dans cette politique parce que je trouve que c'est un peu trop abusé derrière les événements. Il faut jouer, il y a un game, il faut se tirer la main au début, mais si tu l'aimes pas, tu lui serres pas la main. Tu vois, c'est pas la vie la danse. C'est pas dans la vie, les gens que t'apprécies, les gens que t'apprécies pas. Au moment où tu danses, et ben t'as peut-être envie d'être dans une posture où tu te dis, écoute moi, je suis dans mon monde. Au moment où je vais démarrer, ben je suis un animal, j'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour te copains que tu sois. Mais reste comme ça. C'est pas moi qui va te dire, vas-y. Sauf si à un moment donné tu le touches. Moi je vais essayer moi mon travail d'essayer de calmer le jeu, ce qui est normal. Une bagarre, il n'y a jamais eu de bagarre. Non, il n'y en aura jamais. Parce que c'est de la danse, sauf que c'est un peu plus engagé que prévu. Voilà. Et le 50 Hollande, bah ça a changé les codes de la danse debout qui était entre guillemets depuis ces 15 dernières années avec un état d'esprit que je ne comprends absolument pas, où tout d'un coup on a été démarché des valeurs qui n'existaient même pas à l'époque, où il y avait tous les OGs de la danse debout qui eux venaient de des quartiers très très durs, et quand ils dansaient il y a des sacrées histoires à raconter, et nous tout d'un coup on arrive, on dit oui la danse debout ça doit être peace, ça doit être sympa, ça doit être fair play, ça doit être best on frog. Mais non, mais la danse debout c'est violent, ça vient de la rue comme le break. Moi à l'époque où moi je dansais, des fois je dansais, tiens une petite anecdote, à l'époque moi je dansais pour des bandes, et j'arrivais, j'avais 150 mecs avec moi, des Renois, des Rebeux, que derrière moi, j'étais le seul flush, j'étais au milieu, j'avais une veste en jean avec le nom du groupe, et en face de moi il y avait un danseur, il y avait 100 mecs en face de moi. Et moi j'étais leur mascotte sur ce moment-là. Ils me protégeaient, et moi je dansais contre ce mec là. Je te jure. C'était l'époque du gang quoi, c'est pour ça que ça a vraiment changé. Des bandes, ouais, c'était dur avant. Il n'y avait pas de c'est pisse, on avait rien à foutre. Moi j'arrivais, le seul truc que le mec disait c'était tu mets pas un genou au sol, ça veut dire, c'est une façon de dire on danse debout, il n'y a pas de break. Tu danses debout. Voilà, c'était peut-être ça la façon de faire les choses. Mais aujourd'hui on est heureux. Aujourd'hui moi, j'ai vu mes meilleures années de danseur. Pourquoi? Parce que j'ai pas de pression, parce que personne qui me casse les bonbons, parce que je danse à gage au 104. Ça m'amuse, j'ai rien à prouver à personne. Par contre, le jour où on va me chercher, j'irai. Contre n'importe qui, je le dis clairement, n'importe qui, je me lève et je t'en rentre dedans. Par contre, viens pas pleurer. Underground. Les filles et les femmes et les enfants, vous sortez de la salle si vous voulez, parce que moi, je me connais, je suis super vulgaire. Donc voilà. Mais j'ai pas envie de me cacher derrière, je suis un speaker, je suis un ancien, je suis pas tranquille. Non, 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 non. Moi, j'ai pas envie de faire la honte, j'ai pas envie d'être que les gens ils me conspuent. Parce que je sais très bien comment ils sont les gens. Pour l'instant, je suis tout en haut, mais si je descends de quelques marches, beaucoup de gens seraient contents. Mais si les gens veulent prendre ma place, qu'ils aillent voir les organisateurs et qu'ils aillent dire aux organisateurs, bah, je suis meilleur que Yuval en speaker et prenez ma place. Si vous estimez être meilleur que moi, c'est ça le hip-hop, compétition artistique, prenez ma place. Mais moi aussi, je suis là aussi pour prétendre que j'estime être à la hauteur de ce que j'entends de moi. Et pour l'instant, j'ai rarement failli. Je suis fort dans mon travail, quoi. C'est comme ça. Je suis doué. Pour ça, je suis doué. Pour plein d'autres choses, non, mais pour ça, oui, je suis fort. Le mot de la fin? Le mot de la fin, bah, ça serait de dire à toute la nouvelle génération qui danse, au lieu de danser, faites vos études, apprenez un métier et dansez par passion. Enfin, dansez pour le kiff. Et ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'appelés mais très peu d'élus. C'est la même chose, c'est comme dans la vie. La danse, c'est comme dans la vie, c'est très difficile. Tout le monde donne son CV, mais il y en a très peu qui vont être reçus. Donc le truc, c'est vaut mieux avoir un travail à côté. Et à un moment donné, bah, tous les week-ends, t'en faire un petit battle. Mais si vous êtes surdoué, si vous sentez que vous avez le truc, vous avez la grille, enfin vous avez l'œil du tigre, vous avez le truc, bah foncez. Mais si vous sentez que vous êtes un danseur, vous n'êtes pas mal, vous n'êtes pas le meilleur du monde, ah, c'est peut-être bien aussi d'avoir un métier à côté, parce qu'arrivé à cet âge, ben, ça rend bien service d'avoir ces diplômes. Moi je vis de la danse, mais à côté de ça, moi je travaille avec les enfants. Je l'ai fait pendant 10 ans, et quand j'ai senti que le truc il était bien acquis, ben, j'ai dit ok, je vais me lancer dans une carrière de speaker. Mais j'ai attendu 10 ans avant. Je me suis pas dit ah c'est bon j'ai le truc, non, non. J'ai attendu, je suis fonctionnaire moi. Les gens ils me voient comme ça, mais je suis un fonctionnaire de l'État. Hein. Tu l'es toujours là? Ouais, je suis toujours fonctionnaire. Ok. Mais voilà, c'est mon travail, je travaille avec les enfants, y a pas de souci. Là maintenant je suis speaker, c'est mon travail. Speaker, consultant pour les grandes marques, je peux faire jury pour la danse debout, je peux faire, je sais pas, Ok. Moi je suis comme tout le monde, je veux travailler. Voilà, il n'y a pas de sous-métier. Les dédicaces? Les dédicaces, tous les gens qui m'entourent, notamment voilà, Meda, qui a un frère à moi, Benji, Booba Colors, Domka, Ben Johnson, Momo, qui est quand même assez proche de moi, on va pas se mentir. Tous les gens qui sont proches de moi, Stiga Pop, Martin, Madani,
des gens avec qui on orbite, Farouk, Enjoy, Loufoque, tous les gens qui sont proches de moi. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand je suis speaker, moi je suis correct, je suis pas juge. Donc venez pas me voir pour me dire ci ou ça, parce que je ne juge pas, j'anime. Ce n'est pas le même métier. J'ai pas les mêmes responsabilités. Donc voilà. Ok. Peace. Merci à toi.